Aventuriers, bienvenue au podcast des livres-jeux. Un podcast dont vous êtes le héros. Salut les aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros. Moi c'est Xav et salut Fred. Salut Xav et content d'être là et content de retrouver les aventuriers pour ce nouvel épisode et un épisode un peu surprise. Exactement, ouais. Pour le 52, et ben voilà, on va parler de la collection des livres de la série Donjons et Dragons qui sont des livres-jeux. Édité en France par Solar. Alors bien sûr, on va rentrer dans toute l'histoire de cela, mais voilà ce qu'on prévoit au programme aujourd'hui pour cette émission. Mais avant cela, Fred, ça y est, on est fin septembre, le temps avance et c'est bientôt la fin de l'été. Bah en fait l'automne c'est déjà arrivé mon gars. J'y suis toujours, moi j'ai pas envie que ça soit l'automne, ça va trop vite. C'est comme ça, donc déjà tu vas voir, je t'ai préparé une playlist, une sélection pour qu'on s'y croit toujours, ok ? Je te fais confiance là-dessus, no souci. Ok. Bon alors, quoi de neuf depuis ? Qu'est-ce qui se passe ? En fait on s'est vu la semaine dernière, c'est dire le boulot, la reprise, tout ça quoi. Ouais, ça y est, ça reprend son cheminement. Non mais j'avoue, je vais partir en vacances pour aérer, parce que là tout le monde est revenu, donc c'est un peu la merde, donc ça va faire du bien de souffler. Mais... C'est ça c'est les vacances bien programmées, c'est de partir une fois que tout le monde est de retour. Ouais, ça fait du bien. Ouais, t'évites le chaos de la rentrée, et puis quand toi tu pars en vacances, il y aura beaucoup moins de monde, là où tu vas. Donc c'est la stratégie parfaite. Et dis-moi alors, qu'est-ce que t'as passé ton temps cet été à faire ? Tu jouais à quoi ? Tu lisais quoi ? T'as bien avancé sur ton livre ? Non, j'ai regardé la Coupe du Monde et après j'ai profité un peu des vacances, je suis parti un peu cet été aussi rapidement. Non, j'ai beaucoup lu, ouais, j'ai lu pas mal de trucs, mais non, j'ai pas beaucoup bossé, c'était l'été. Mais moi, ma résolution de la rentrée, puis comme toi tu me tires la bourre, c'est de faire ça. Ouais, on enchaîne les podcasts, hein. Les podcasts, le projet perso, le projet Livre dont vous êtes les héros, ouais, tout ça. Ouais, moi je me consacre vraiment 1000 mots par jour, sauf les week-ends, souvent le samedi et le dimanche je me repose, mais la semaine c'est reparti, quoi. Donc j'essaie d'avoir au moins 5000 mots par semaine, voire un peu plus des fois. Donc ça avance bien. Puis là je suis en train de bosser sur la recherche d'illustrations, donc ça avance, je fais des essais avec certaines personnes, et puis je vais bientôt avoir un illustrateur pour le livre, donc c'est assez cool. Ah ça c'est une étape importante. Très importante, ouais. Matérialiser son monde, ses mots en visuel, ouais. C'est pour moi une partie très importante, surtout le visuel que je cherche, en effet, quoi. C'est quelque chose d'assez fort et spécifique, je sais que je suis un peu difficile dessus, mais bon, voilà ce que j'essaie vraiment d'obtenir. Donc ça sera une surprise. Peut-être prochain épisode, je montrerai, une fois que ça sera établi, peut-être une illustration, on fera de la pub avec, on verra. Histoire de commencer déjà l'annonce du livre, et puis qu'on voit tous les deux comment on va les mettre en vente. Ouais, c'était à 5000 mots par semaine, il va falloir que je passe la troisième, parce que... Et ouais, mec. Allez. Par à coup, en fait. Ça fait longtemps qu'on bosse dessus. Moi, ma motivation, c'était d'en finir, quoi. Bon, façon violente de dire ça, mais c'est plus, allez, c'est bon, j'accélère. J'en ai un peu marre, en fait, de pas trouver le temps de le faire. Et bien sûr, il faut faire soi-même son temps. Donc, c'est ce que je fais. Je me libère d'autres projets, d'autres choses que je mets de côté, et puis je me concentre beaucoup plus sur celui-ci. Et puis, ça avance bien. Ça avance bien. Cette année, c'était bien productif. C'est l'année dernière où j'ai pas fait grand-chose, surtout l'automne et l'hiver dernier. Il y avait pas mal d'autres choses qui m'empêchaient de concentrer et de trouver vraiment de ces minimum au moins 2 heures pour écrire, donc c'était un peu emmerdant. Mais là, cette année, ça bosse bien. Surtout cet été. Ça reprend bien. Et alors, qu'est-ce que t'as lu, Fred, comme bouquin ? Du Jack Vance pour ne pas changer. J'ai lu aussi du Margaret Atwood, là, qui commence à être connu un peu. J'ai lu le Dernier Homme. Et aussi toutes les BD que j'avais achetées. Donc, du Richard Corben, ouais. Du Richard Corben, les idées noires de Franquin. Fabien, il m'a offert un livre sur Lovecraft, une BD sur Lovecraft. J'ai lu un truc qui est énorme, je sais pas si tu connais, c'est Will Eisner, là, où j'en parle pour que le titre m'échappe, L'Appel de l'espace. Je sais pas si tu l'as lu. Ah non, ça a gagné un Eisner Award, c'est ça ?
Bah, c'est Will Eisner, c'est lui, c'est lui qui a donné le prix, c'est lui qui a donné le nom au prix, si tu veux. Ouais. C'est que le mec a fait The Spirit, mais moi, le Spirit, c'est pas ce qui m'intéressait chez lui. Et franchement, j'ai été bluffé par la mise en page. Et je trouve ça complètement génial. Cool. Parce qu'en fait, ça suit aucun des canons de la BD, presque. Il a vraiment son propre langage. Et j'étais complètement bluffé par ce truc-là. D'ailleurs, c'est celui que j'ai lu en premier, parce que c'est celui que j'avais le plus de curiosité. Non, j'avoue, j'ai lu le Franquin en premier pour me marrer. Mais juste après, et en plus, le scénario, franchement, j'ai trouvé pratiquement un scénario de film ou de polar. Et je m'attendais pas à un scénario aussi touffu et aussi sérieux dans une BD, quoi. Ah, sympa. Franchement, je comprends pourquoi. Vraiment, c'est vraiment très sympa. Ah, cool. Écoute, plus que j'ai trouvé d'occasion pour le coup, ce qui est plus réédité, donc trouvé d'occasion, donc c'est un objet de collection. Ouais, c'est ça, profites-en, hein, surtout. Bah, nous, on connaît les bons coins en plus, à Paris, pour trouver les petites œuvres rares. Hein. Ouais, j'ai fait une razzia là-bas. Bah, une razzia, non, mais. Une razzia. Il restait plus rien, Fred. Tu les as dévalisés. Ils avaient 3000 bouquins, 3000 BD, on a tout pris. Je l'ai vu, le marchand, il pleurait. Il pouvait plus finir ses cases parce que t'as tout emporté. Au moins ça. Écoute, moi, comme c'est la reprise, on se revoit avec le club de jeux de rôle. Oui, la version française, donc, qui est aux confins de l'Empire, et nous, on joue à la version en anglaise, qui s'appelle Edge of the Empire, qui, au lieu de confins, en fait, ça veut dire aux frontières de l'Empire, plutôt. Et ça se passe très bien, nouveau groupe, nouvelle campagne, donc moi, j'ai repris le rôle de MJ, puis nouveaux aventuriers qui sont arrivés dans la partie. On a un nouveau joueur qui joue un énorme bourrin, un tank, en fait, parce qu'on avait quelques DPS. Voilà, pour ceux à qui les petits mots comme ça sont un peu incompréhensibles, juste pour traduire vite fait. Les DPS, bien sûr, c'est des dégâts par seconde. Donc c'est des joueurs qui sont pas forcément des canons de verre, mais c'est des joueurs qui ont pas énormément de vie, mais qui font pas mal de dégâts. Souvent c'est la concentration sur l'utilisation des armes. Mais un tank, c'est quelqu'un qui a énormément de vie, et souvent qui a des armes qui sont pas faites pour la précision, mais qui sont faites justement pour faire un peu de contrôle contrôle de l'ennemi, histoire de l'encercler, comment on dit en français, le tenir en bunker. Donc à force d'appui-feu, ça les retient un petit peu où ils sont, en les empêchant de bouger. Donc toute la stratégie, bien sympa. Bah, écoute, voilà, le jeu a bien repris, c'est sympa. Je sors un petit peu plus ce soir, faire un peu plus de photos, je passe pas mal sur l'Instagram. Mais je suis en train de voir pour avoir un compte plus professionnel. Mais en même temps, j'utilise des applications pour poser des photos de bonne qualité sur Instagram. Bref. Voilà ce qui se passe de mon côté. Fred, ça bosse bien, tout se passe bien, et le livre, comme je disais. Moi, j'ai lu pas mal de mangas, tu sais, que je me suis offert. Là, on avait parlé au dernier podcast, des éditions Les Arts Noirs, donc les mangas un peu plus ésotérisme, horreur, fantastique horreur, qui savent très bien te mettre mal à l'aise, mais qui ont des histoires assez fantastiques, des illustrateurs vraiment de très très bonne qualité. Donc ouais, bah voilà quoi, c'est chiant, c'est la fin de l'été, c'est passé très bien, on a eu pas mal de choses, on a pu faire pas mal de choses. Puis bon, j'ai investi pas mal dans de nouveaux objectifs pour mon appareil, donc j'en ai bien profité du climat et du soleil. Mais l'automne, c'est sympa aussi. Donc, nous y voilà. Hein. Exactement. Alors Fred, voilà, ce qui nous arrive dans la vie. Avant de passer au podcast, description un peu plus de la collection, de quoi on va causer, je te propose un morceau pour nous garder dans l'été, de Young Bay, qui s'appelle I Want You Back.
Alright, Fred, c'est parti. Discutons un petit peu du livre en fait de cette collection que l'on va attaquer, qui s'intitule Le Donjon du Mal, à ne pas confondre avec d'autres livres, d'autres collections. Et donc la collection TCR qui est moins connue, mais qui a le mérite d'exister aussi, qui est connue aussi par les fans des livres dont vous êtes le héros. Ouais. Donc ouais, Fred, comme tu disais, Le Donjon du Mal, voilà, on va discuter de ce livre, de cette collection. C'est un livre qui est sorti aux États-Unis en 1985, et puis en France un an après. Alors ce n'est pas un livre, bien sûr, de la collection Folio Gallimard, que nous connaissons très bien, tous les deux, d'où la plupart de ces numéros de podcast, voilà, on discute des livres, de ces éditions-là. Mais voilà, on est heureux tous les deux quand même de vous présenter pour la première fois sur cette émission un livre de la collection Donjons et Dragons, qui a été créé par la société américaine TSR à l'époque. L'éditeur en France, c'était Solar, qui s'y colle pour sortir la plupart des livres de cette collection. Mais voilà, hélas, en France, on n'a pas eu toute l'intégralité comme en Amérique. Solar en France nommera cette série des livres les quêtes sans fin. Donc j'imagine que ça doit sonner une cloche pour certains de nos auditeurs, surtout ceux qui sont un peu plus âgés ou les plus jeunes qui trouvent des magnifiques livres en brocante, hein, qui, je pense, qui sont pas mal éparpillés partout en France. Alors, Donjon du Mal, en fait, c'est le 11e volume de cette collection. Une collection, voilà, comme on a dit, en France, qui sera au total de 16 volumes. Alors, Fred, il y a des choses assez spécifiques quand on regarde les pochettes de ces livres. Oui, déjà, ce qui est drôle, en fait, c'est même le titre de la série, La Quête sans fin. Ils n'ont pas édité tous les livres. Bon, on dira rien. J'ai même pas pensé à ça. C'est excellent. Mais moi, c'est pas ça. Bah oui. Oui, forcément, mais ils prennent le bâton pour se faire battre, là, les gars. Mais ouais. Oui, donc c'était parti comme la licence principale, c'est Donjons et Dragons, mais en fait, à l'époque, TSR, ils avaient d'autres licences qu'ils ont utilisées, qui étaient moins Heroic Fantasy, même s'il y avait Tarzan. Il y a aussi Conan, donc une bonne licence à l'époque. On voit aussi un rappel avec un univers du Japon féodal avec un titre qui s'appelait La Lame du Samouraï. Est-ce que c'était copié sur La Voix du Tigre? J'ai pas fait gaffe aux dates si ça correspond ou pas. Et aussi un seul épisode avec une ambiance futuriste qui était La Planète Captive, qui est une des plus belles pochettes. Et donc, si on doit faire une petite comparaison des pochettes, quand même, elles sont sympas, mais elles sont pas, moi je trouve pas totalement de la même qualité que celle des films fantastiques. Oui. Mais ça reste pas mal du tout. Alors en fait, ce qu'on peut faire visuellement, pour décrire en fait aux auditeurs, si vous connaissez les livres des livres dont vous êtes le héros américain, bon c'est pas les mêmes, hein, bien sûr en Amérique ça s'appelait donc les Choose Your Own Adventure, qui sont d'une structure très très différente, beaucoup plus simpliste, et qui étaient écrits vraiment pour un public très très jeune. Les pochettes en fait étaient assez jolies, c'était des beaux cadrages avec ce côté un peu dessin, je vais pas dire enfantin, mais c'était ce style de dessin qui est souvent très très accepté pour un public plus jeune. Et c'était des illustrations encadrées, et bien sûr ces illustrations sortaient un petit peu du cadre, interagissaient avec le cadre, et c'est ce qu'on retrouve, Fred, en fait, sur les 6 premiers numéros. On voit cette structure du cadre, c'est souvent un dragon, une liche, quelque chose de très différent, qui crée ce cadre, et puis après les éléments à l'intérieur qui interagissent avec. Une que je trouve vraiment jolie, c'est le 5e volume qui s'appelle Retour à Huiselak, où le cadrage en fait sert à cacher l'un des héros qui utilise le cadre pour justement épier une scène qui se passe où il y a des gens qui viennent voir un roi sur son trône. Voilà, il y a des petites interactions assez chouettes. Et puis après, qu'est-ce qui se passe, Fred, en design? Ça se casse la gueule, parce que le volume 7, on perd le cadrage, c'est juste une gueule de dragon, j'ai même pas envie de dire une tête, quoi, c'est vraiment une gueule de dragon dessus, comme si on lui avait coupé le crâne. Et puis après, bien sûr, le 8e volume, c'est Conan. Donc là, on reprend le style, le design de Conan, vous savez, avec son nom qui est comment dire, voilà, qui est empalé par l'épée, avec une magnifique illustration de Conan le Barbare, mais qui est pleine page. Puis le fameux que tu disais, le Lame du Samouraï. Là, c'est encore une illustration pleine page. Elles sont très jolies, hein, mais ça reprend jusqu'au volume 13. Et c'est mon petit préféré, celui-ci. J'aime bien aussi l'illustration, qui est assez sympa. C'est la rançon. Jeu de rôle. Ouais, c'est la rançon du dragon. Bah, ça fait très seconde édition de Donjons et Dragons, Advanced Dungeons and Dragons. La rançon du dragon, voilà, on reprend le cadrage avec une illustration à l'intérieur, toujours de très très bonne qualité. Et puis on la repère, parce qu'on retourne vers Conan, puis après, ça sort de nulle part, on a Tarzan, quoi, avec un énorme cadrage épais qui contourne comme un tableau un tableau bon marché qu'on trouve, tu sais, dans les boutiques à $2. Et puis très après, cheap, très cheap, ouais.
Et on retrouve ce cadrage par la suite après sur La Tour des Ténèbres, qui est le dernier volume paru en France. Et puis voilà, c'est tout. Et je trouve ça assez dingue, quoi. Il y a une déstructuration assez massive du 1 au 6. Ok, on voit que c'est une collection. Et puis dès qu'on arrive au 7e volume, on sent qu'ils se perdent, ils savent pas quoi faire, c'est un peu différent. Et puis du 8 au 16, ok, maintenant on retrouve des illustrations pleine page avec une couleur unique qui sert de cadrage assez cheesy autour, quoi. Donc visuellement, c'est une collection qui ne marche pas très bien. Ça me fait penser à un petit détail des livres que l'on discute souvent, la collection, Folio Junior. Oui. C'est allemand, Ouais, ça te fait penser à quoi, tu me dis ? Le truc allemand, l'œil noir. Ouais, en fait, c'est juste la tranche de l'œil noir où l'œil était jamais au même niveau. Quand tu les mets côte à côte, tu vois très bien que les gars, ils étaient bourrés, ils en avaient rien à foutre, quoi, de la maquette. Ils en avaient rien à cirer. et puis après, tout le reste, tout est magnifique. Quand tu les mets alignés, surtout les premières éditions, bah ça fait du beau boulot. Même les éditions, tu sais, j'appelle ça pour m'amuser, les 0.5, c'est les éditions, premières éditions où il n'y a pas en fait la petite icône de la collection et le titre du livre n'est pas encadré. J'en ai quelques-uns comme ça, mais je crois que les collectionneurs voient ce que je veux dire, où en fait sur la tranche... Oui, je vois très bien. Tu vois, ouais. C'est écrit les livres dont vous êtes le héros, puis après le titre et le logo de Folio tout au-dessus. Et Fred, alors dis-moi, comme tu me disais, les couvertures, en effet, c'est un peu le dawa. Puis aussi l'ordre chronologique, parce que bon, ils ont un peu fait ce qu'ils voulaient, Solar. On pourrait dire aussi qu'ils ont le mérite de faire un livre sur les nains, je voulais en parler, qui s'appelle La Révolte des nains. Donc moi, si on peut jouer des orques, des orques des nains, je suis content. Donc là, en plus, la couverture est pas mal, des orques, des nains sur des chevaux, c'est un concept. Donc, mais pourquoi pas. Et ouais, donc ça c'était pour les couvertures. Qu'est-ce qu'ils ont fait au-dessus, en plus aux États-Unis, rappelle-moi. Ah bah oui Fred, mieux encore, franchement, aux US, ils ont une exclusivité, 4 livres supplémentaires dans une collection à part qui s'appelle Endless Quest, Crimson Crystal Adventures. Je t'admets qu'il y a une expression américaine pour ça s'appelle a mouthful, ça veut dire j'en ai plein la bouche, quoi. Alors, pour lire le titre, Crimson Crystal Adventure. Heureusement que c'est pas Crystal Castle, parce que là, casserait les couilles de le dire à chaque fois. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial ? En fait, c'est qu'il contenait un marque-page en plastique rouge qui était transparent. On avait ça quand on était môme, tu sais, c'était ce petit truc plastique... Mystère de Pékin. Les mystères de Pékin, ouais. Alors, pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est un petit truc d'amusement pour cacher, en fait, des mots. Le lecteur, bien sûr, le plastique rouge peut faire apparaître certains mots qui sont... Je sais pas comment c'est, en fait, le mécanisme, comment ce plastique marche. C'est un filtre de couleur, tout simplement. C'est un filtre de couleur, ouais, voilà, et ça révèle, en fait, des mots ou des messages cachés. Donc, voilà, c'était là, et ça servait, en fait, sur certaines pages pour y découvrir des indices, pour mieux faire le déroulement de l'histoire, ainsi en fait que des petits dessins invisibles à l'œil nu. Donc c'était un principe assez sympa parce que ça montre une interaction en plus des livres-jeux, et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas en fait dans les collections des livres dont vous êtes le héros, mais il y a une différence bien sûr, et vous verrez plus tard, c'est que un livre dont vous êtes le héros a beaucoup plus de règles et comment dire, un système d'XP et un système d'attaque qui n'existe quasiment pas dans ces livres. Donc voilà, en fait, c'est ça, Fred. La simplicité ici, c'est pas de point de combat, d'endurance, de peur, rien de tout ça. Pas de feuille d'aventure, en fait. À la rigueur, vous pouvez prendre une feuille pour noter les objectifs ou les gens que vous rencontrez. Mais c'est la collection idéale pour les débutants. C'est vraiment un peu comme le système américain des Choose Your Own Adventure. Et je pense, comme c'était pour le marché américain, c'est peut-être pour ça, en fait, qu'ils ont gardé ce système très facile d'écriture, parce que là, bon, ça simplifie beaucoup de choses, comme on ne crée pas des ennemis avec des valeurs de points, l'écriture va plus vite, et surtout, on vend pour un public spécifique qui a déjà l'habitude des livres comme cela. Faut pas oublier que les Fighting Fantasy, les livres dont vous êtes le héros, c'était vendu avant tout en Angleterre, puis bien sûr en Espagne, en Italie, et en France, la plupart des pays de l'Europe. Mais en Amérique, ça marchait pas autant, quoi. Il y en a eu quelques-uns, mais il y en a eu pas mal quand même. Je crois qu'il y a eu environ je crois que j'ai toute la collection américaine des défis fantastiques, si je me trompe pas. Je crois qu'il y en a une vingtaine, quinzaine, quelque chose comme ça. Il n'y a pas eu toutes les collections. Après c'était des publications britanniques de Puffin,
qui donc fallait les trouver des marchands de livres qui faisaient de l'import en Amérique, quoi. Donc en effet, c'était la collection parfaite en fait pour le marché américain. Et Fred, il y avait encore plus de choses spécifiques de ces livres. Oui, parce qu'en fait, ce qui serait intéressant de savoir, c'est pourquoi les Solar, ils ont choisi 16 livres sur les 49 qui étaient disponibles. Il faudra comprendre leur choix. Bon, bref. Donc, ouais, en fait, en plus de cette absence de feuilles d'aventure, il n'y a aussi pas de numéro de paragraphe, ce qui paraît bizarre, comme ça, qu'on dit ça dans un livre pour le héros. En fait, c'est pas des paragraphes, c'est des pages. Et chaque page du livre correspond au choix qu'on nous a proposé dans le livre auparavant. Donc, c'est un système où, en fait, les paragraphes sont plus longs. Donc, on a plus l'impression de lire un roman. Et c'est pas pour nous déplaire quand c'est bien fait. Donc là, c'était le cas. Et donc, il y a certains choix aussi, ça, ils font plusieurs pages dans l'aventure. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'illustrations intérieures, comme chez Folio. Les dessins sont plus nombreux, c'est tous les 6 à 7 pages. Et parfois même, elles sont doublées, donc elles sont double cover, quoi. Ouais, il y a une structure assez chouette et ça me fait penser, tu sais, en fait, au Loup Ardent, où les paragraphes, des fois, font plusieurs pages. On retrouve ce système. Mais Loup Ardent mélange, en fait, le meilleur des deux mondes. C'est intéressant, ça. Et oui, en fait, on voit bien que c'est des livres avec un fil narratif conducteur beaucoup plus structuré. C'est sûr et certain qu'on suit quelque chose de scripté, on a beaucoup moins de choix pour différentes possibilités dans l'aventure. Et Fred, même s'il n'y a pas de lancer de dés, on trouve facilement la mort, car bien sûr, il y a énormément de mauvais choix. Et si on choisit en fait certaines mauvaises options au cours de l'aventure, mais on réussit quand même à se débarrasser du grand antagoniste, l'ennemi du livre, on ne tombe pas forcément sur un happy ending. Donc ce qui est assez cool de l'écriture de ces livres, c'est qu'il y a plusieurs fins possibles, plus ou moins heureuses. Donc, ce qui permet de la relecture du livre qui se fait assez, qu'on anticipe, quoi. Dès qu'on finit, c'est sûr et certain qu'on va découvrir, en fait, comment on aurait pu changer l'aventure et obtenir une fin complètement différente. Bah oui, c'est toujours bien de prévoir plusieurs fins. Donc là, oui, c'est pour vous parler un peu comment fonctionne la série. Et nous, on aime bien parler des illustrateurs en débutant un bouquin. Donc là, on va parler déjà de celui qui a fait la couverture, qui est Monsieur Jeff Isley. Donc, sachant que la couverture... et nous met en scène un peu les personnages et l'antagoniste. En fait, c'est un peu comme un film à l'ancienne. L'antagoniste, il prend tout le haut de l'écran. Il a l'air d'être une ombre qui plane au-dessus, menaçante. Ils sont placés entre ses deux mains griffues et son regard avide. C'est la liche. C'est la liche, ouais. Et qui réside dans le donjon du mal. Et donc, elle entoure nos deux protagonistes qu'on va vous décrire tout de suite. Et qui portent des capes. Et il y en a un qui est plus grand que l'autre et qui ont l'air un peu enfantins. Et donc, il y a un sentiment de menace et d'urgence, en fait. C'est tout ce que je retiens, moi, de cette couverture, avec le contraste de couleur orange pour les héros, et puis ce bleu sombre nuit au-dessus de la lige. Ouais, donc, c'est très symbolique, donc on comprend très bien ce qui se passe. Donc, c'est une belle couverture. Après, l'exécution, bon, c'est pas d'une jaune blanche, mais c'est pas mal aussi. Non, c'est joli, c'est du classique Donjons et Dragons. Là, je retrouve parfaitement l'ambiance ou les styles de couverture en fait des livres de Donjons, quoi. Surtout cette époque-là, qui était la deuxième édition de Advanced Dungeons and Dragons. Là, c'est complètement slat. Les dessins étaient ils étaient déjà de très bonne qualité. Ils recrutaient des illustrateurs qui je crois qu'il y en avait un. J'ai oublié son nom. Il était militaire et il est parti de l'armée justement pour parce qu'il dessinait en fait tous les soldats avec leurs vêtements. Il était tellement bon, mais il aimait dessiner l'Heroic Fantasy et c'est Gary Gygax, il a dit mais attends, mais viens dessiner pour nous parce que nous on fait que de la merde. Enfin, j'imagine qu'il a pas dit ça, désolé, c'est mon point de vue quand je regarde les anciens livres de Donjons et Dragons. Allez donc, hein. La première édition de Advance, aïe. Mais bon, c'est sympa, tu vois que c'est Gary et ses potes qui s'éclatent, quoi, à dessiner les personnages, mais les Perses, le site de l'anatomie, tout est faux, quoi. Bon, ça a du charme. Mais là, en fait, on voit bien ce côté, on va dire quoi, c'est un peu fin années 80, quoi. C'est mi-fin années 80 de Donjons et Dragons. Ouais. C'est les imitations de Franzetta et tout ça. Bah, surtout pour les Conan, ouais, c'est sûr. Voilà, donc ce fameux Jeff Isley, bon, lui, là, je sais pas si c'est lui qui a fait la couverture des Conan, mais il a fait la couverture du Donjon du Mal. Donc,
Il est américain, né en 54 dans le Kentucky, donc s'est toujours intéressé au dessin depuis qu'il est tout jeune. En fait, il s'est rendu compte que le dessin, ça l'intéressait, qu'il y avait un élément fantastique dans la représentation, donc il a décidé de faire ses études dans ce domaine-là. Il fera ses premiers travaux chez Warren Publishing, une maison d'édition qui est spécialisée dans la SF et l'horreur, l'épouvante, comme tu dis, et aussi chez Marvel. À partir de 82, il se joint à l'équipe artistique de TSR qui commençait alors à lancer le jeu de rôle Donjons et Dragons et Donjons et Dragons, tout simplement. Et pendant 20 ans, il a travaillé pour eux, donc une longue collaboration. Il a fait des illustrations pour des livres, des boîtes de jeux ou divers coffrets qui étaient nombreux. Et on lui a confié aussi beaucoup d'illustrations pour la collection de jeux, pour ceux qui connaissent l'histoire Dragonlance et Drizzt, dur à prononcer. Donc, passionné par l'heroic fantasy, on peut dire qu'il aime beaucoup la couleur orangée, comme on le voit sur cette couverture. Et en 2003, il a décidé, après 20 ans, donc, de quitter Donjons et Dragons pour devenir illustrateur indépendant en freelance. Et maintenant, il fait des illustrations, il continue son art aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. Et il fait beaucoup de conventions et de salons sur l'heroic fantasy où on peut le rencontrer. Donc maintenant, ça fait 31 ans qu'il a réalisé la couverture du Donjon du Mal. Et comme on en a parlé tout à l'heure, on est directement dans l'ambiance avec ce superbe dessin qui représente le protagoniste et l'antagoniste. Eric et Pnim, qu'on va discuter par la suite. Alors, comme je disais, au début, Donjons et Dragons, bien sûr, le dessin n'était pas excellent, mais il y avait un dessinateur très important, justement, qui est arrivé avec Gygax et qui a commencé à ajouter ce style qui ressemblait un petit peu à ce qu'on voyait dans les illustrations des livres de Tolkien. Le monde avait un style assez spécifique et donc c'est Jim Rosloff. Rosloff, c'est un illustrateur qui a commencé vraiment à donner cette marque visuelle à Donjons et Dragons, surtout pour les premières éditions Dungeons and Dragons et Advanced Dungeons and Dragons. Donc c'est un Américain qui est né en 1945 à Chicago, donc dans l'état du... Fred, Chicago, c'est... Illinois. Illinois, Illinois. Donc voilà, Rosloff, en fait, c'était le directeur artistique de TSR pendant toutes les années 80. Et puis, c'est lui qui a embauché dans l'équipe Jeff Easley. Et c'est là où on voit, en fait, l'évolution des dessins. Et ce que je trouve, c'est très beau. On voit ce côté beaucoup plus conte de fées qui commence à devenir, tu sais, le côté un peu plus brutal, un peu plus musclé, le côté fin années 80, tu sais, de l'heroic fantasy qui entame après les années 90. On perd le côté imagination et on devient plus... non, peut-être pas, mais ce que je veux dire, c'est... Il y a beaucoup moins de couleurs arc-en-ciel. Des couleurs très fortes, très perçantes, c'est comme des bleus néons, des roses, des jaunes, des violets, peut-être moins de couleurs très chaudes. Et on a un échange pour quelque chose qui est beaucoup plus des esquisses, en fait, très correctes sur l'anatomie, le visuel de l'être humain. Un petit peu comme on voit les couvertures de Conan le Barbare. Donc, c'est une évolution assez intéressante. Et donc, à son arrivée à Rosloff, à Donjons et Dragons, il est passé du noir et blanc, en fait, à la couleur, et puis en utilisant, bien sûr, l'acrylique et de l'huile, ce qui ajoute beaucoup plus d'impact sur ses illustrations. Et c'est aussi lui qui a illustré le jeu de rôle, le jeu de tableau qui s'appelle The Keep on the Borderlands, qui devient un classique, en fait, du jeu de rôle. C'est quelqu'un qui aimait appliquer toute une palette de couleurs différentes et bien plus diversifiées, comme je disais. Il avait des couleurs beaucoup plus impactantes qui tenaient pas mal en fait sur ses couvertures. Il dessinait énormément en fait de modules complémentaires pour Donjons et Dragons. Donc les modules, ceux qui en connaissaient à l'époque, c'était une couleur arrière-plan très forte, beaucoup de texte qui donnait un peu le synopsis et puis une illustration qui vendait en fait le module. On voyait un peu des scènes fortes de ce qui était écrit à l'intérieur. Alors il prenait ses fonctions très au sérieux et justement il voulait que les illustrations soient de haute résolution pour que les lecteurs découvrent en fait des tas de détails dans ses dessins. Et quand on les regarde, on peut voir que non seulement le dessin s'applique, le détail s'applique aux armures, mais aussi aux couleurs. La façon dont il choisit comment sont représentés les sorts de feu, les couleurs des écailles des dragons, il y a pas mal de petits détails assez intéressants. Alors, il ne fit pas carrière toute sa vie à TSR, c'est quelqu'un qui a voulu changer de vie, et dans les années 2000, en fait, il devient graphiste professionnel pour une grande entreprise de marketing, bien sûr, tout en continuant à faire des illustrations d'artistes indépendants. Puis, tristement, voilà, il est décédé en 2011 à l'âge de 64 ans.
C'est lui en fait qui s'occupa des illustrations intérieures du donjon du mal qu'on retrouve ici. Donc voilà, c'est peut-être pas son magnum opus, mais c'est une très très belle œuvre qu'il ait fait. Et il avait quand même à l'époque, quand il a fait cette illustration, 40 ans. Son trait de dessin est beaucoup moins fin que celui de Jeff Easley, mais voilà, il fourmille de plein de petits détails, comme je disais plus tôt. On remarque aussi que ces dessins dans le livre montrent énormément Eric et Pnim en situation de traite délicate. Donc il aime bien utiliser ces deux personnages et les mettre toujours en action, toujours prêts au combat, où il y a quelque chose de toujours très très dramatique. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'on voit un petit peu après l'univers, l'envers du décor, Fred, c'est que sa femme travaillait aussi à Donjons et Dragons, et qu'elle a ensuite tenu une école de dessin sur vitraux. Donc on voit tout de suite la passion du couple, et bien sûr comment ils ont beaucoup joué sur l'impact visuel de Donjon, et comment justement on les aperçoit aujourd'hui. Ils font vraiment partie du linéage. Ouais, donc c'est du bon boulot quand même, et puis ouais, une grande carrière pour ces deux écrivains, et pour ces deux illustrateurs. Et donc là, ce qui nous intéresse, c'est l'écrivain, c'est Bruce Algosin. Donc lui, c'est un peu marrant, parce qu'on n'a pas trop d'infos en fait sur ce mec-là. Algosin avec un Z. Donc il commence sa carrière d'écrivain dans les années 80 avec un thriller qui s'appelle Blutknot, et qui est un truc bien sanglant qui parle d'un serial killer. Et après, il change complètement de registre, que s'il écrit une nouvelle sur un dessin animé américain qui s'appelle Laser Tag. Alors, il semblerait qu'il soit jamais sorti en France, mais moi, bizarrement, quand j'ai vu la photo, ça m'a parlé. J'ai l'impression qu'en fait, les jouets sont sortis, mais pas le dessin animé. Ouais, c'est fort possible, ça. Ouais, parce que tu mettais une espèce d'armure avec un espèce de rond rouge au centre, et je me sens t'avais des pistolets, quand tu tirais au centre, en gros, t'étais touché, quoi. Et donc, ça m'a rappelé quelque chose. Bon, bref, et il a fait aussi deux autres bouquins dans cette collection-là, les quêtes sans fin, un Endless Quest, mais bon, qui sont pas sortis en France. Donc les titres anglais, c'était Prisoner of Elderswood et Close and Dragon. Donc on ne sait pas trop de ça parle. Et ensuite, il n'a plus donné ce signe de vie, en tout cas sous ce nom-là. Peut-être qu'il écrit sous un autre pseudo, mais ça, on ne le sait pas pour l'instant, on ne le saura jamais. Et ce qui est encore un peu dommageable pour cet écrivain obscur, c'est que les éditions Solar sont trompées en orthographiant son nom. Ils ont écrit Algosin avec un S. Et donc, c'est un peu dommage que, bon, moi, quand on fait des fautes sur mon nom, ça m'énerve. Donc, je pense que c'est jamais sympa. Et donc, voilà, donc c'est un auteur peu connu, des livres dont vous êtes le héros. C'est une chose que tu veux réussir quand tu traduis un livre. Il faut quand même avoir le nom des écrivains et des illustrateurs corrects. Donc ça, c'est pas la première fois en plus, les erreurs comme ça sur les traductions. Quand même, c'est la seule erreur à pas faire, quoi. C'est le nom des gens qui ont créé le livre, quoi. Merde. Mais bon. Les années 80, mon gars, les années 80. Allez, vends, fous-moi ça en stock, là, au Franprix, qu'on vende ça, combien ? C'était combien ? 10 francs, 12 francs à l'époque, non ? Au début des années 80, aucune idée. On se souvient plus du tout. Hop. Fred, le synopsis, t'es chaud ? Yep. Alors, discutons du synopsis du Donjon du Mal. Eric est un magicien apprenti. Depuis plusieurs nuits, il fait des rêves qui l'inquiètent et qui lui semblent prémonitoires. En pleine nuit, il se réveille brutalement. Il a un mauvais pressentiment. Il court rejoindre son père qui travaille toutes les nuits dans son atelier. Il lui découvre fort blessé à la tête et au bord de l'évanouissement. L'atelier est sans dessus-dessous, tout a été renversé, le père d'Eric lui apprend qu'une liche, en fait, est apparue et lui a pris le livre le plus puissant qu'il détenait. Et nul ne peut prévoir ce qu'une telle créature peut faire avec un tel livre, murmure le vieil homme. Il faut récupérer le grimoire, dit le père à Eric. Bien sûr, Eric avait entendu parler d'une liche qui venait d'emménager dans un lieu maudit appelé le Donjon du Mal, et donc, il décide d'aller récupérer le livre. Fred ? Classique, non ? Ouais, très classique même, j'ai envie de dire, mais c'est bien, c'est comme un bon départ pour l'aventure. Donc si on s'attarde plus sur ce fameux Eric, le personnage principal, donc comme tu l'as dit, c'est un jeune magicien qui vit avec son père dans un château, un peu indéterminé, on sait pas trop quel château. Pas besoin de savoir parce qu'on n'y va pas, on reste dans le donjon. Oui, c'est ça, c'est le point de départ. Donc son père pense qu'il peut devenir un grand magicien, parce qu'en fait, le fait qu'il ait des rêves à peu près notoires, ce sont des signes qu'il a des pouvoirs psy. Et en fait, il sait déjà que s'il pense très fort à un objet, et il peut prendre l'apparence de l'objet, donc un pouvoir assez puissant, parce que bon, se transformer en théière, c'est quand même ouf, quoi. Et c'est un de ses pouvoirs. Par exemple, dans l'aventure, il y a un coffre qu'on n'arrive pas à ouvrir, avec son pouvoir, il transforme son bras en forme de hache et il détruit le coffre. Yep. Comme un truc, c'est un super pouvoir.
Et par contre, bon, forcément, faire des pouvoirs, ça le fatigue. Il peut pas se téléporter par magie, donc on peut pas se téléporter directement dans le donjon, ce serait pratique. Et en dehors d'être magicien, c'est un cavalier émérite. Et donc, il ménage sa monture pour faire le long trajet qui nous attend jusqu'au repère de la Liche. Et dans notre aventure, on est accompagné par un petit compagnon qui nous quitte pas d'une semelle, qui s'appelle Pnim. Et nous, notre but, donc, c'est de réussir notre mission que nous a confié notre père, parce qu'on sait très bien que c'est important et qu'il faudra faire attention à l'utilisation de pouvoirs psy, qu'il faudra l'utiliser à bon escient. Voilà. Bah justement, Pnim, en fait, c'est une petite créature de moins d'un mètre. Alors, ça fait partie de la famille des familiers. Dans le lexique de l'Heroic Fantasy, un familier, en fait, c'est une petite créature qui peut avoir aussi bien l'apparence humaine qu'un petit génie ou un animal. Les familiers sont créés par des magiciens, en fait, et puis c'est une sorte de sortilège. Ils naissent adultes et ils n'ont jamais été enfants. Donc on voit bien que son compagnon, c'est un compagnon extraordinaire. C'est pas juste un simple ami qui vient avec lui. Donc la plupart d'entre eux, en fait, deviennent les domestiques aux créateurs, les maîtres qui les incarnent. Et bien sûr, ici, c'est le cas pour Pnim, qui donne souvent des conseils et qui voue une totale dévotion obéissante à tous les ordres qui lui en sont donnés. Et Pnim a beau ne pas être un magicien, il connaît exactement tous les sorts et leurs effets. Donc on voit très bien qu'Eric a le compagnon familier parfait dans cette aventure. Alors, les règles sympas sur les familiers, quand ils sont créés, Fred, c'est qu'ils disparaissent pas. Et ils sont toujours au service d'un magicien jusqu'à ce qu'ils soient tués ou renvoyés en cas de faute grave. Pnim, bien sûr, n'étant pas un noble, il dort malgré tout dans la cuisine d'un château, foutu à l'arrière. Tu te rends compte ? Non seulement tu crées quelque chose, mais tu le dis d'aller coucher dans la vaisselle, quoi. Bah moi, il me fait un peu penser à un petit show de Fidèle, en fait. C'est ça, ouais, sauf que c'est un être humain, quoi, c'est pas un chien, merde. Bah, c'est un familier, quoi. Alors la plus grande crainte, en fait, c'est à Pnim, c'est les morts vivants. Et puis bien sûr, il va pas être déçu parce que on va aller voyager dans le donjon de la Liche. Et puis ce qui est intéressant, Fred, c'est qu'Eric ne lui dit pas tout de suite la raison de leur départ quand ils partent au début de l'histoire. Donc il mène vraiment Pnim vers un destin qui ne lui plaît pas du tout. Malgré cela, quand même, Pnim, c'est une créature très courageuse, qui a un cœur pur, il est très agile, et il n'hésite pas à secourir le personnage qu'on incarne, donc Eric, quand il est en danger, malgré sa peur des monstres. Il connaît quelques sorts très simples qui lui a appris le père d'Eric, notamment des sorts d'illumination pour éclairer une pièce, des trinkets, on dit plutôt, non ? Je sais pas. Non, je crois que c'était ça. Alors, à savoir quelque chose d'intéressant sur Pnim, c'est qu'il pardonne les bêtises qu'Eric peut faire au cours de l'aventure, tellement sa dévotion pour lui est grande. Il mérite tous les honneurs, et bien sûr, il faut pas vraiment l'abandonner, Pnim. C'est quand même quelqu'un d'important. Donc on a l'aventurier, parfait, le familier, vraiment intéressant, qui justement n'hésite pas à nous filer un coup de main quand il le faut. Et bien sûr, tout cela, ça nous amène à la dernière personne qui est un peu la source de la magie, Fred, c'est le père. Oui, donc le père qui a un peu l'origine de l'histoire, dont on sait que c'est un puissant magicien, mais bon, malheureusement trop âgé, donc il vit dans ce fameux château entouré de ses domestiques à son service. Comme il était veuf, il avait seul Eric. À chaque fois, j'ai envie de dire Elric, faut pas que je le fasse. Donc forcément, comme c'est son seul fils et qu'il a tout porté toute son attention sur lui, ils font beaucoup d'espoir sur Eric et sur cette nouvelle quête. Et il faut savoir aussi que Pnim est son confident, donc Pnim, il les a les deux à la botte, c'est cool. Donc donc la Liche est venue dans son laboratoire par surprise, elle l'a frappé, et il n'a pas eu le temps de se défendre, donc il veut absolument récupérer son grimoire, parce que justement la Liche pourrait être dangereuse avec. Et comme il peut passer en lui-même, il remporte le poids de cette mission sur les épaules de Eric, mais il est sûr que son fils y arrivera, parce qu'il est bien préparé, et qu'en fait cette quête se finira avec succès, et que la Liche n'a qu'à bien se tenir. Et justement, ça parle de la Liche, Fred, l'antagoniste de ce livre. Un sorcier très surpuissant même, qui a vendu son âme au mal en fait pour devenir éternel. Ses pouvoirs sont accrus au coucher du soleil, mais bien sûr en vendant son âme, la Liche ne peut pas garder une apparence jeune, donc elle ressemble quasiment à quelque chose de mort, un corps vieilli qui est même en train de fondre, une apparence vraiment dégueulasse, qu'on peut dire une sorte de zombie. Alors bien sûr, ne pas confondre avec un zombie, c'est pas la même chose. La Liche, ce n'est pas un mort-vivant, c'est quelqu'un de vivant mais qui est maudit.
Elle a conservé toutes ses facultés mentales, sa magie, et puis les humains ne l'intéressent pas car elle se fiche complètement d'eux. Ce sont juste des créatures faibles qui ne peuvent pas lutter contre elle. Donc son objectif est d'accroître son pouvoir le plus possible, d'où le vol du grimoire du père d'Eric, qui lui apprendra encore plus de secrets maléfiques. Il y a aussi plus de peau sur elle que l'on croit, mais tout est craquelé, donc elle a vraiment une apparence assez dégueulasse. Elle a malgré tout une chevelure abondante d'un gris sale sur lequel est posé une sorte de diadème en or. Puis sur chacun de ses doigts, une griffe acérée qui sort bien de l'os, quoi, bien dégueulasse. Malgré ce physique atroce, c'est une créature qui est assez heureuse d'être comme cela, et pour rien au monde, car elle voudrait devenir immortelle. Donc son aspect est très effrayant quand elle dort, mais à son réveil, c'est pire encore, ça devient vraiment la créature de la nuit, de l'atrocité du temple. Hein. Le coup classique du démon qui garde la forteresse qu'on doit envahir. Alors la liche, elle peut voir dans le noir, et à les lumières, même temps, ça la dérange pas du tout. Tout son être dégage de la méchanceté à l'état pur, c'est devenu un sorte de monstre extrêmement terrifiant qui n'a peur de rien. Elle a autour du cou une amulette très ancienne qui la protège, c'est une sorte de chaîne en or qui accroche en fait une pierre autant maléfique que précieuse qui lui permet en fait de ne pas mourir. Et puis bien sûr, voilà, de détruire l'amulette provoquera sa mort. Mais pour y arriver, c'est pas facile, bien sûr, tant le bijou est bien protégé. Alors Fred, notre liche, en fait, elle est solitaire, n'a besoin de personne, ni d'esclaves, rien du tout. C'est juste un monstre qui a une armée de monstres éparpillés dans un labyrinthe de sa crypte pour éloigner les curieux. Elle vit dans un endroit maléfique, éloignée de tout, et surtout des humains qu'elle ne peut pas voir. Donc elle s'est installée, comme l'indique le titre du livre, hein, dans le Donjon du Mal. Alors dans la version américaine, c'est intéressant, ça s'appelle pas le Donjon du Mal, ça s'appelle le Nécropolis. C'est son refuge, voilà, son lieu de tranquillité. Elle peut ainsi y faire des terribles expériences et puis reprendre des forces quand elle est fatiguée, bien se reposer à l'abri des humains. Elle a le pouvoir de donner des hallucinations auditives et visuelles aux personnes qui cherchent à la nuire, et bien sûr, ça sera le cas d'Eric qui va en subir pas mal. Alors Fred, en parlant de liche, on sait qu'il y en a pas mal dans la culture pop, et est-ce que tu peux m'en nommer quelques-unes qui sont célèbres ? Alors là, celle qui fait très années 80 et peut-être qui parlera à ceux qui aimaient bien les dessins animés du Club Dorothée, c'était Skeletor, hein, qui était dans les maîtres de l'univers, Musclor. Les maîtres de l'univers, ouais. qui était balèze quand même pour une liche, mais qui était très effrayant, et que ses couleurs bleu-violette. Et je pense qu'il doit y en avoir une autre aussi dans des dessins animés peut-être plus Disney. Oui, dans Taram et le Son magique, où il y a le Seigneur des Ténèbres qui est effrayant. Et c'est vrai que Taram, c'était pour l'époque, c'était assez dark, hein, quand même, pour un dessin animé. Ouais, c'est le dessin animé rejeté de Disney parce que justement, il est comment dire, trop sombre. Il a ce côté assez obscur. Et moi, j'en connais quelques-unes, mais plus des jeux de plateau, la liche de notre Dark World. Ah oui, ouais, c'est vrai. Qui ressemble au Screamer de Scream. Ouais, c'est ça. Et en fait, cette liche, on a une chance sur 10 qu'elle nous envoie au début du donjon, ce qui fout toute la partie en l'air, quoi. C'est pas pratique. En effet, les liches les plus célèbres, hein, qu'on connaît très bien, et puis après, c'est sûr qu'on en retrouve pas mal, c'est quelque chose d'assez classique, hein, dans l'univers de l'heroic fantasy. La liche, tu connais son origine, Fred, non ? Ça vient du fruit, le litchi. C'est tu m'as lancé tout à l'heure, t'es con, toi. C'est quoi ? Litchi. Ouais. Alors écoute, avant de parler des ennemis et le reste de cette aventure, je te propose de faire une pause. Hein ? Oui, on a bien besoin, une petite pause. On s'écoute un classique de Willie Hutch qui s'intitule Brothers Gonna Work It Out. Allez, je te dis à toutes. Yeah, à bientôt, à toutes. You really don't understand, do you? Hey, man, don't you realize in order for us to make this thing work, man, we've got to get rid of the pimps and the pushers and the prostitutes and then start all over again clean. Hey, look, nobody's pushing me anyway, okay? I mean, not you, not the cops, nobody, man. I mean, you want to get rid of the pushers, I'll help you. But don't send your people after me. Oh, come on, John. Can't you see that we can't get rid of one without getting rid of the other? We got to come down on both of them at the same time in order for this whole thing to work for the people. Hey, look, nobody's closing me out of my business.
them to get an equal share. And until you give it him back, there'll be no peace here. The brothers gonna work it out. Brothers gonna work it out. Brothers gonna work it all out. Brothers gonna work it out. Oh, we must all join hands. We can march across this land in peace. Brothers gonna work it out. Love, joy, with that understanding of truly who we are. Instead of brother turning on sister, sister turning on brother. Now how you gonna get it together? Being against one another. Shoot up, slip up so high till your world has turned to stone. How can you deal with the truth when reality's all gone? But brothers gonna work it out. Brothers gonna work it out. Brothers gonna work it all out. Brothers gonna work it out. Our brothers say, stop the pimps, the hustlers, the pusher man as fast as you can. Open your ears and eyes to the facts of what's truly holding you back. Brother needs your help, now can't you see? Oh, he's got to have it. Oh, right on. Oh, yeah. Brothers gonna work it out. Brothers gonna work it all. Now over the real side, all the answers to your problems you can find. But yet you stay locked behind the feet. Yet the key is in your mind. In order to win your brother's trust, these 5 things you must stop your robbing, stealing, killing, cheating, and lying. But brothers gonna work it out. All brothers gonna work it all. Brothers gonna work it out. Brothers gonna work it all. Ok, si on continue l'aventure et on discute des ennemis. Alors bien sûr, les ennemis sont classiques du répertoire de Donjons et Dragons. On retrouve toutes les créatures de cet univers, les plus classiques. Et puis, Fred, je te propose de commencer sans plus tarder, le plus connu. Oui, ou le plus effrayant, qui est l'ours hibou. Donc comme ça peut leur faire peur, mais imaginez un croisement, un tribou, un canours, avec la carrure d'un ours. Donc qui pourrait marcher sur ses 2 pattes, avec des gros bras puissants et des griffes acérées. Donc sa spécialité, en fait, c'est le démembrement. Ce qui est sympa, donc il se couche sur sa victime, il la bloque, et après il la démembre avec sa force herculéenne. Et en plus, comme c'est un hibou, il pousse un cri perçant, donc j'aimerais pas tomber sur cette bestiole personnellement. Ça devrait un peu penser à des bestioles du Nord perdues dans des créatures de Lovecraft presque, Wendigo, tout ça, Sasquatch. Il y a peu de personnes qui leur ont survécu, qui ont résisté à leur attaque, ça m'étonne pas. Donc c'est un croisement horrible. Et on dit que ce serait l'œuvre d'un sorcier fou qui aurait fait des expériences sur les animaux pour créer un guerrier imbattable, assoiffé de sang, et il voulait en faire un élevage, le fou, quoi. Et en plus, pour faire bonne mesure, l'ours hibou, il est constamment affamé, donc en fait, ça fait un très bon gardien, parce que il a toujours envie de bouffer, donc il est tout le temps en chasse. Donc il est énorme, ce qui fait un peu son seul point faible. Il n'est pas très rapide et agile, mais par contre, il est aussi faible d'esprit, mais quand il vous attrape, ça fait mal. La prise de l'ours version démembrement. Et en fait, on le découvre dès le début de l'aventure dans le donjon. Et le premier défi, donc, c'est de s'en débarrasser sans qu'il nous massacre. Après cela, il y a un ennemi assez particulier. En fait, c'est spécialement 3 loups géants. Alors en fait, la liche, elle a de fabuleux trésors et elle utilise justement 3 loups pour le protéger. Cet ennemi, il est un peu plus important, comment il est écrit dans l'aventure, parce que Pnim, en fait, on a une peur bleue. Et si on fait le combat, on voit qu'il se passe pas mal de choses, on voit qu'il y a une interaction. Moi, j'aime bien ça quand les héros se battent non seulement contre des ennemis, mais tu vois qu'ils ont une peur bleue, tu sens qu'il y a un passé, en fait, tu développes ton personnage. Donc c'est intéressant. Tu vois ce que je veux dire, Fran ?
Oui, c'est ça fait une mise en situation et oui, t'as ses forces et ses faiblesses, ça le rend plus humain, quoi. Exactement, ouais. Donc c'est ça qui est intéressant sur Plim. Et puis il y a même des petites interactions, voilà, si on arrive à tuer 2 loups sur les 3, il y a le chef qui se barre. Bien sûr, cela nous donne accès à pas mal de choses par la suite. Fred, comment ça s'appelle? Cette taupe psionique, c'est ça? Ouais, c'est un ennemi original, la taupe psionique, on pourrait dire petit mais costaud, ça paie pas de mine comme ça. Donc, comme son nom l'indique, c'est une taupe, donc elle vit sous la terre, elle se déplace sans faire aucun bruit. Et en fait, pourquoi psionique? Parce qu'elle se nourrit exclusivement des pouvoirs psy des personnes qui sont magiciens. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle est attirée par Eric. Et dès qu'il va utiliser son pouvoir psy, il va commencer à attirer cet animal. Et qui va au fur et à mesure le paralyser et va le faire complètement, gravement souffrir. Il va tellement souffrir qu'il aura même du mal à prononcer des mots, tellement il est malade. Et si personne arrive à lui enlever cette taupe qui l'incapacite, qui le rend complètement immobile, il mourra dans d'atroces douleurs. Donc ça, c'est un autre... en fait, c'est un peu sa némésis, que sa kryptonite, quoi. Et puis il y a un autre ennemi, celui-là assez spécifique, la goule. Alors bon, la goule pas spécifique du tout, mais c'est comment elle est utilisée dans cette aventure en fait. Car en fait la liche lance un sort d'hallucination sur Eric, et quand il voit une goule dans un couloir sombre, il croit que c'est une personne qui s'est déguisée pour lui faire peur. Et puis il y a toute une mise en scène où il y a Eric qui arrive vers la goule, qui lui dit vas-y enlève ton maquillage. Bien sûr il se rend compte que c'est trop tard, que c'est une goule qui est bien réelle. C'est quoi Fred? C'est un sorte un humain qui était anciennement un humain, qui se nourrit exclusivement de chair bien vivante. C'est une créature qui a des dents bien pointues, des ongles bien aiguisés, et puis qui montre bien ses dents. C'est quelque chose d'assez... C'est un monstre avec des dents bien taillées, c'est quelque chose d'assez bovin, voilà. Quelque chose qui fonce vers tout ce qu'elle voit. Là, en fait, on peut dire que c'est un zombie, quoi. C'est la même chose. C'est la même équivalence du zombie, surtout de le retour de la nuit des morts vivants, où c'est les zombies qui courent vers le cerveau, vers la chair, qui sont un peu plus agressifs. Et puis, c'est une créature très... qui est capable de vous paralyser tellement qu'elle est flippante. Moi, je voulais parler aussi, c'est pas vraiment un ennemi, mais c'est plutôt, on va dire, une arme. C'est le gaz vert qu'on rencontre dans une pièce. En fait, c'est le pauvre Pnim qui arrive en premier dans cette pièce. Et il respire ce gaz nocif mortel qui le fait suffoquer et le fait tomber dans les pommes. Et Eric qui le suivait, donc a tout juste le temps de se protéger en voyant son ami. Donc lui porte son nez et sa bouche, se protège. Et en fait, le but de cette salle-là, c'est de neutraliser le gaz avant que Pnim soit complètement mort. Donc, ce qui est déjà Eric souffre déjà de nausées, donc en fait, c'est un peu une épreuve de logique. Et ce qui rend service à Eric, c'est que lui, il connaît ce pouvoir, qui est un pouvoir qu'il utilise déjà, qui s'appelle en fait le nuage puant. Et lui, il s'en servait pour faire des blagues, mais là, c'est beaucoup moins drôle, mais donc on va dire que c'est encore une épreuve du livre. Il y a un autre ennemi aussi qui est très scénarisé, c'est les sorcières des ténèbres. Alors, les sorcières des ténèbres, c'est des livraisons à domicile de nourriture, Fred, hein? Pardon. Voilà, juste pour dire, dans l'aventure, en fait, les sorcières, elles livrent la nourriture à la liche. Elles viennent la nuit, elles lui donnent des larves, en fait, qui sont récoltées, et c'est ce qu'elle mange, la liche, quoi, ce qui est assez dégueulasse. Donc, cet ennemi joue un petit peu dans le scénario, parce que Eric, malgré la gravité de la situation, il a toujours le sens de l'humour, et il veut se déguiser en sorcière pour tromper la liche. Bien sûr, on verra ce qui se passe si vous lisez le livre, mais là, c'est assez débile, quoi. Oui, il y a un autre ennemi qui est un peu bizarre, qui s'appelle le nécrophage, auquel il faut pas du tout faire confiance. Alors lui, en fait, il ressemble vraiment aux autres zombies morts-vivants, c'est juste il est doué de parole. En fait, il est tellement laid qu'on n'ose même pas imaginer que ça a été un homme avant. En fait, il est très cruel, et en fait, il fait tout pour nous embobiner. Il raconte plein de mensonges, ce qui lui intéresse, c'est de manger de la chair humaine, comme tous les autres ghouls, là. Et en fait, en arrivant, il surnomme tout de suite Eric Maître, car c'est un moment où en fait on a de la lumière autour de nous, et en fait l'obscurité c'est un peu son milieu, et la lumière ça l'intimide, et en fait il restera très servile, très obséquieux à côté de nous, mais dès que la lumière s'éteindra, là il y aura sa nature, il reprendra le vrai dessus, et il y aura une espèce de course-poursuite qui s'engagera entre lui et nous, et
c'est une scène à retenir de ce livre. Ouais. Une rencontre bien scénarisée, on va dire. Et puis en parlant de scénario, je voulais te parler d'un autre ennemi, mais je vais pas faire de spoiler. Donc c'est l'ombre. L'ombre, c'est un mort-vivant qu'on ne peut pas voir, aussi léger clair, et bien sûr, elle ne fait aucun bruit. Elle se cache dans les pièces sans éclairage et attend patiemment en fait qu'une victime y entre. Bien sûr, en parlant de victime, voilà, Eric qui apparaît dans ces pièces non éclairées, bah, dès que l'ombre le touche, aussi, voilà, ça commence à se nourrir de son énergie, ça absorbe en fait la vie d'Eric. L'ombre devient visible en pleine lumière, mais cela n'affecte en rien ses capacités destructives à continuer à attaquer son ennemi qu'elle a attrapé. Alors, ce que je veux dire par sans spoiler, c'est est-ce que Eric trouvera-t-il la solution pour éviter le destin funeste de se retrouver à terre sans force, sans plus rien. Donc voilà. C'est vrai que c'est un ennemi un peu flippant qui t'attend un peu dans les salles. Oui, c'est genre un peu film d'horreur quoi. Ouais. Il y en a un qui est pas mal aussi, c'est le squelette. Donc c'est lui, tu le rencontres si tu évites la porte d'entrée de l'entrée principale du donjon. Et donc, en fait c'est un squelette mais il est vivant, logique. Et on le trouve dans une grotte qui est remplie d'os, donc il est un peu camouflé. Il sort de son tas d'os, il soulève Pnim, il le jette à terre, l'autre il est soufflé. Lui sa spécialité c'est l'étranglement, donc au corps à corps, comme il n'y a pas de muscles et tout ça, donc il se fatigue pas, donc c'est un adversaire qui renonce jamais. Et en fait le combat avec une arme ça sert à rien. Il faut trouver, on comprend qu'il est aux ordres de la Liche, il faut trouver une autre stratégie pour s'en débarrasser. Et c'est encore une fois l'occasion de mettre ses ménages à l'épreuve. Et en fait, plus tard, on rencontre d'autres squelettes, mais ceux-ci, eux, ils seront armés d'épées, et ils ne seront pas aussi imposants que ce premier squelette corps à corps. En parlant d'ennemis qui sont inhabituels, on a aussi le dévoreur en intellect. Franchement, c'est un cerveau sur des pattes de poulet qui suit Eric tout tranquillement. Et bien sûr, un instant, voilà, il lui saute dessus et il le rend inconscient. Alors, pour savoir le dévoreur d'intellect, comment il faut le battre, il faut comprendre comment il fonctionne. Donc, le dévoreur, en fait, il a une sorte de langue sous son cerveau qui se met sur votre front et qui, en fait, vous mange, vous absorbe votre santé mentale de cette façon, comme ça. Et ce qui se passe, c'est qu'il dégage, en fait, des pensées désagréables, des mésaventures, plein de choses, en fait, que vous, celui qui est possédé par le dévoreur, commence à penser. Et pour le battre, en fait, il faut penser à des choses monotones. Il faut vraiment changer son sens de l'esprit, penser à des choses qui lui se passent rien. Et le dévoreur, en fait, là, il commence à se lasser et puis il se décroche de vous. Donc voilà le tuyau si jamais vous rencontrez dans les aventures de Donjons et Dragons. Sale bête en tout cas, mais il y en a qui n'est pas une bestiole, mais ouais, qui fait un peu penser à la fameuse critique sur Donjons et Dragons avec démonisme. C'est avec il y a le malin qu'on rencontre aussi. Ouais, il est dans cette aventure aussi, ouais. Ouais. En fait, il est carrément invoqué par la Liche et il arrive dans un tremblement de terre au sein du donjon et il y a une grosse rafale de vent qui rentre dans la pièce et au sortir d'un gros nuage noir, il apparaît dans sa, c'est la mort, on dirait qu'il a un peu sa capuche, tout ça, c'est le malin. Et donc une longue robe noire à capuche, on voit pas son visage, il a 2 yeux rouges brûlants remplis de haine et de cruauté. Les humains qui le regardent ne peuvent que frissonner. Mais la Liche, elle, n'a pas peur de lui. Elle l'a appelé pour un plan bien précis. Et en fait, elle voudrait même monter une association avec le malin. Mais le malin ne l'entend pas de cette oreille, il trouve ça même ridicule. Il dit même tu n'as pas honte d'exister, avec un ton méprisant. Donc leur association commence pas très bien. Donc on s'en doute, c'est un adversaire puissant. Il a aussi des facultés psy comme Eric. Et en fait, quand on arrive là-dedans, on fait qu'assister à cette scène-là. Et on sait très bien que si on croise le regard du malin, on m'aura foudroyé tout de suite. Donc là, c'est un peu la scène où il faut pas déconner, quoi. C'est les yeux rouges, mais en version de cube, quoi. Alors, avec Fred, voilà, juste pour dire aux éditeurs, comme vous remarquez, on veut pas trop vous parler de l'aventure parce qu'on veut vous laisser la découvrir. Donc on fera pas un déroulement. On trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Tous les deux, on a trouvé ça vraiment chouette. Et on se disait, ça serait dommage de tout développer. Donc on a préféré vous donner un grosso modo. Et surtout, à savoir, en fait, dans la conclusion, voilà, c'est qu'il y a de multiples fins. Donc quand vous lirez le livre, faites attention, vous avez au total 10 fins, je crois, Fred. Hein.
Ce qu'on avait calculé. Alors que je dis... Il y a 6 fins heureuses, il y a 2 fins malheureuses et 2 fins mitigées. Ouais, ça fait 10. Et oui, pardon. Oui, c'est vrai que c'est pas la même façon de jouer. C'est parce qu'il n'y a pas de dés que c'est plus facile. Bon, ça reste comme une autre façon de... C'est plus fait pour initier au jeu, c'est très bien. Et en fait, donc on me disait, il y a beaucoup de morts à cause des mauvais choix, et donc toutes ces fins alternatives. Donc Fred, le livre, en fait, moi, ça me fait penser à un jeu vidéo assez spécifique, et je trouve qu'il se passe de la même façon. Car si ce jeu vidéo devait être adapté en livre, je verrais exactement cette formule comme le Donjon du Mal. C'est Dragon's Lair, le jeu visuel interactif de Don Bluth. Tu sais, en fait, c'est un dessin animé qui se déroule, et puis on choisit haut, bas, gauche, droite, ou épée. Voilà, tout simplement. Je me souviens très bien, ouais. C'était bluffant à l'époque. C'est vrai, super. Puis le Dragon's Lair 2 et encore plus. Et puis après, bien sûr, on a le Space Ace, c'est la version science-fiction, qui est mon préféré d'ailleurs de tous les trois. Et voilà, en lisant le livre, je voyais vraiment Dragon's Lair. Il fallait, soit on monte l'échelle, soit on ouvre la porte, ou soit on sort son épée, on dégaine et on attaque. Et puis voilà, on apprend au fur et à mesure si on a fait le bon choix ou pas. Contrairement à Dragon's Lair qui vous punit sévèrement, quasiment, parce qu'il y a 5 choix possibles, donc on a une chance sur 5 de réussir à chaque fois, ce qui est pas facile. Et voilà, donc ici c'est pas aussi difficile, mais ça vous progresse différemment dans l'aventure. Mais je sentais vraiment cela, comme il n'y avait pas de fiche d'aventure, pas d'XP ou d'ennemis à combattre, d'initiative, donc ouais, ça faisait très Dragon's Lair. J'ai l'impression que le Donjon du Mal, c'est vraiment cela, quoi. Donc ça aurait été intéressant de voir une adaptation jeu vidéo de la même façon que Dragon's Lair. C'est quelque chose c'est une aventure vraiment sympa, quoi. Ça change des livres dont vous êtes le héros, et moi je vous le recommande, voilà, si vous le trouvez en brocante, hein, Fred, c'est un livre qui est assez facile à trouver en brocante, franchement. Parce que oui, ce que j'ai déjà vu sur Facebook, des TSR de cette collection, j'en ai déjà vu, ouais, ça existe. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur ce qu'on a pensé de ce livre? Bah ouais, le personnage de Alice, il est intéressant, c'est un ennemi qui est bien mis en scène, un bon boss de fin. On aurait même voulu qu'il y ait une suite peut-être avec ce bouquin-là, avec une Lich qui aurait fait son alliance avec le malin pour voir si elle est beaucoup plus puissante. Et le truc intéressant, c'est l'interaction entre les deux, je sais pas ce que t'en as pensé. Ouais, Eric et Pnim, ça fait très... je sais que c'est répétitif dans ce podcast, mais ça fait très Donjons et Dragons, ça fait très Rêve de Dragon. Tu te souviens de ce dessin animé? Oui, je me souviens même de la chanson pour te dire. C'est une véritable histoire, Fred. Voilà, je sais que ça parlerait peut-être aux plus anciens de nous du Club Dorothée. Et il y a ce côté, ouais, où c'est le héros suivi de son second, son familier, hein, Pnim, qui partent dans une très grande aventure. Voilà, on suit un peu l'histoire de deux préados, quoi, qui ont une quête beaucoup plus grande qu'ils le pensent sur eux, et qui, bien sûr, doivent la réussir. L'aventure est chouette, chacun apporte son avis entre les deux personnages, entre Eric et Pnim, ce qui est toujours différent vis-à-vis de l'un de l'autre, donc c'est toujours le débat, ce qui nous aide, nous, après le lecteur, à faire les choix. Eric, il a tendance à plus foncer, on le lit dans ses paragraphes, tu sais, sur ce qu'il veut faire, et puis Pnim, lui, préfère en fait raisonner pour éviter les chemins dangereux. Donc, c'est un équilibre assez chouette qui vient des deux personnages sur comment nous, on va évoluer l'histoire. Donc on sent bien sûr, Fred, que c'est l'auteur qui a choisi de créer ce système, de trouver deux personnages qui se contrebalancent parfaitement, justement pour vraiment intensifier le choix que l'on doit prendre. Est-ce que cette fois on doit y aller comme un gros bêta et on doit tout défoncer, ou est-ce qu'on doit être plus malin? Tout dépend de la situation en main. C'est ça, donc c'est une histoire assez classique en somme, avec ce petit binôme qui fonctionne bien. Sachant que c'est bien moins difficile que certains défis fantastiques, mais nous, on va dire qu'on ne serait-ce que pour découvrir les collections TSR, que ce soit celui-ci ou un autre, allez-y les yeux fermés, je pense que vous serez pas déçus. Ouais, le challenge est quand même bien moins difficile qu'un labyrinthe de la mort ou le sorcier de la montagne de feu. Hein. On peut dire, Fred, ça serait dommage de passer à côté de ce livre. Hein. Franchement, c'est assez sympa, quoi. C'est un autre genre, en fait, de livre-jeu. Oui, puis vous avez fait le tour des défis fantastiques, de tout ce qui a été fait par Folio à l'époque. Bah voilà, vous avez ça, vous avez 16 bouquins.
certains Heroic Fantasy, certains Conan, certains un Tarzan et 2-3 samouraïs et science-fiction. Donc ouais, pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas, hein. Et voilà, on espère qu'on vous aura donné envie quand même de découvrir ce livre et c'est pour ça qu'on voulait pas tout dire, on voulait vous garder quand même une surprise. Si vous le voyez, comme on sait qu'on est tous très fans là-dessus avec les aventuriers des livres-jeux, on s'est dit celui-ci c'est pas un classique, c'est pas quelque chose d'autant connu que les autres. Donc pourquoi pas ne pas le gâcher et justement plus vous donner envie voilà, d'y passer et de le lire, hein Fred? On espère en tout cas, ouais. Bah écoute, on arrive à la fin du podcast, Fred, et comme d'habitude, alors juste un petit mot, peut-être qu'on y reviendra plus tard à un autre livre de cette collection. Bah moi, la Révolte des Nains, ça pourrait être sympa. Après, il faudra voir ceux sur lesquels on tombe, mais ça peut être une bonne pioche. Ouais. Bah ce que je te propose, c'est on fait un petit tour sur eBay, si on se voit la Révolte des Nains, on se le prend, puis on se le lit, et comme ça on parle un petit peu de l'aventure, ce qui se passe là-dedans, et puis histoire de bien se marrer. On fera un petit tour des couvertures quand même pour voir s'il n'y a pas un titre qui nous inspire selon la cover, à la bonne vieille méthode. Ouais. Franchement, la rançon du dragon, moi ça me dit bien. Dans un des 3 premiers, c'est ça. Mais pourquoi pas se faire le Tarzan dans ce cas-là, parce que... Ah non, bah non, pas le Tarzan justement, puis en plus Tarzan, super, moi c'est pas l'univers qui me passionne le plus. De même, c'est pas qu'on aime pas Tarzan, mais c'est qu'on n'est pas passionné, quoi. Bah, tu sais, passer des nuits à épouiller, enlever les poux de cheetah, non merci, quoi. C'est dégueulasse. Enfin oui, mais c'est ça la vie de Tarzan, qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'il est... N'importe quoi. Alors Fred, avant qu'on se quitte, quel est ton truc du moment, là, ces temps-ci? Tu vas pas le croire, je joue à un jeu vidéo en ce moment. Ah, ça alors, tu joues à quoi? À Darkest Donjon, je sais pas si tu connais. Oui, mais non, mais c'est bon, je t'en ai parlé il y a quelques mois, quoi. Ah ouais? Ah bon, bah je m'en souviens même pas, quoi. Bah oui, je t'en ai parlé énormément, c'était mon truc du moment de quoi? De mars, avril? Ah bah tu vois, quoi. Ouais. Bah, j'ai rien d'autre que ça, mais ouais, c'est sympa, hein. Bah ouais. Il y a un petit côté XCOM. Ouais, il y a un artbook qui est sorti du jeu, parce que j'aime beaucoup le design, l'esthétique. Alors c'est un tour par tour, mais pas comme XCOM, parce qu'il n'y a pas de déplacement, en fait. Oui, c'est juste que t'as une escouade de 4 qui ont des positions dans les squads. Et les positions sont importantes dans le groupe, mais c'est un jeu en 2D, ouais. Alors moi j'aime beaucoup, hein, parce que le jeu est extrêmement difficile. Alors j'espère que tu joues en normal et pas en facile. Oui, je joue en normal. Voilà, parce que le système de difficulté était... En fait, au début, quand c'est sorti, c'était un jeu Kickstarter, et quand ils l'ont sorti, il y avait que normal. Mais comme ça chialait sans arrêt sur Internet, ils ont créé un mode facile. Alors je l'ai essayé, le mode facile, et c'est trop facile, hein, c'est une honte. Ça simplifie la stratégie énormément. Et il y a quasiment plus de risques, je trouve. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a la gestion de la santé mentale, un peu, les mecs qui stressent tout le temps, la torche, les combats, les récits, quand ils font des bons coups, ça, ils récupèrent de la mentale, s'ils déjouent les pièges, ouais, c'est assez bien fait. Ouais. C'est vrai que c'est dur, et puis c'est vrai que le graphisme est assez dégueu, assez malsain, tout en restant cartoon. Ouais. C'est très sympa, puis bon, je viens de débuter, moi j'ai pas fait toutes les classes encore. Bah non, ouais, hésite pas à me demander. Moi je trouve que c'est un mélange de l'univers de Donjons et Dragons et de HP Lovecraft. Oui, bah en fait j'ai été initié par quelqu'un qui connaît très bien, donc ça va, je saute un peu les étapes. Là. Ouais, c'est pas comme si je t'en avais parlé il y a quelques mois, quoi. Bah j'avais pas fait gaffe, je devais dormir à la fin du podcast. C'est ça, salaud. Écoute, de mon côté, je joue aussi, je crois que j'en avais parlé un petit peu avant, je me suis remis en fait, je me suis pas remis, j'ai commencé, et puis là, ça fait un petit moment que j'y joue, au remake HD de Final Fantasy, je sais pas si j'en ai parlé dans un dernier épisode, Final Fantasy, l'âge du Zodiac, je crois que c'est le 12, le héros s'appelle Van, avec Balthier, Fran, Lady H. C'est un Final Fantasy qui change un petit peu parce que c'était pas du tour par tour, c'est un système de battle temps réel interactif, donc les barres d'attaque chargent comme d'habitude, mais on peut se déplacer, on peut bouger, c'est un sort de système temps réel. Et tu utilises des gambits pour planifier leurs attaques, donc les gambits en fait c'est un ordre d'attaque ou d'acte d'action. Et tu peux, le jeu, la SLO, il est très vaste, tu peux planifier plein de programmations pour les personnages où toi tu tiens juste la manette et tu vois toute l'action qui se passe. Donc c'est un côté très cinématographique et c'est assez chouette. Le printemps dernier, j'avais joué au dernier Resident Evil 7, qui est un reboot de la franchise qui est excellent, Fred. Je sais pas si tu as vu, mais le Resident Evil 7 est superbe. Hein. Il faut avoir les nouvelles consoles pour les jouer. Ouais, mais c'est un jeu, pour moi c'est Massacre à la tronçonneuse le jeu. C'est plus du tout Resident Evil de Capcom comme on connaissait.
Et je trouve que toi, c'est un excellent reboot. Et toi, le Shenmue, t'as craqué le Shenmue HD ou... Non, je sais que c'est un excellent jeu, Shenmue 1 et 2, mais j'avais pas la Dreamcast. J'ai joué chez un pote, c'était chouette. Et je sais que je peux être très contradictoire en disant cela, mais moi je trouve que c'est un jeu à l'époque qui était très innovant, qui a eu un énorme impact sur l'évolution du jeu vidéo, mais aujourd'hui qui a très mal vieilli. Je regardais quelqu'un jouer en streaming sur Twitch, et c'est beau parce que c'est une pièce de l'histoire du jeu qui est vraiment importante chez Shenmue, et c'est pour ça que ça marque, moi ça m'a marqué quand j'ai joué, le quick time, le système de vie que maintenant, pas système de vie, je veux dire le système de passer son temps dans la ville, d'avoir des interactivités avec les gens, de se faire des amis, c'est des choses qu'on voit dans d'autres très bons jeux aujourd'hui, comme la saga des Persona, où on manège en fait la vie d'un étudiant. Le Quick Time Event, bon ça c'est devenu un truc cliché, au point où maintenant on en a marre de les voir dans les jeux vidéo. Ça a été abandonné même. Ouais, mais à l'époque c'était cool. Donc c'est un peu, tu vois, c'est le jeu qui est arrivé, qui a créé tout ce nouveau style, et puis après il y a un système de combat dedans, il y a pas mal de choses. Mais j'ai pas craqué parce qu'en fait je me suis dit c'est une belle pièce, mais il y a un autre jeu que je trouve qui est l'évolution de Shenmue 1 et 2, qui garde ce que Shenmue a fait, mais qui innove sur beaucoup d'autres choses, c'est la saga des jeux Yakuza sur PlayStation. Je sais pas si t'en as entendu parler. De nom seulement. Ouais. Les Yakuza font la même chose que... Enfin, pas exactement, mais ils s'inspirent beaucoup du style de Shenmue. Tu joues à un jeune Yakuza qui monte dans les grades, mais tu peux tout faire, ta simulation de vie, donc tu peux aller dans les bars à karaoké, faire des mini-jeux de karaoké, tu peux aller jouer au Go, tu peux jouer aux voitures télécommandées de course, tu te balades dans les rues de Tokyo, en plus ça se passe dans les années 80, donc c'est le style 80s où le marché japonais est au summum du monde, surtout plus haut que les Américains, c'est avant que ça chute, hein. Donc les logos, les néons, la puissance japonaise très forte des années 80. Et ça se représente parfaitement dans le jeu. Il y a même, tu peux même danser dans les clubs de nuit, tu peux boire des verres dans la rue. Puis bien sûr, il y a tout un scénario des Yakuza qui est très bien fait, et un système de combat qui est interactif où il y a pas mal de cutscenes en fait, dépendant des combos et des attaques que tu fais, ça crée des événements spécifiques en dépendant où tu te trouves dans l'arène de combat. Donc si tu te bats dans les chiottes, tu te bats à côté d'un évier, tu fais un combo spécifique, tu vas prendre la tête de ton adversaire et lui fracasser le crâne sur l'évier, quoi. Donc il y a pas mal de petites choses comme ça. C'est assez cool, tu découvres pas mal de petits détails. Donc ça, je trouve que l'évolution de Shenmue, pour moi, c'est Yakuza, et surtout Yakuza 0, et puis là, il y en a un nouveau qui est sorti, Kwaidan, je crois que c'est ça, si je prononce bien. Bref, Fred, voilà. Est-ce que toi, t'as craqué pour Shenmue ? Non, moi je joue plus, donc moi j'ai craqué. Tu dis ça, tu es en train de jouer là, non ? Oui, mais je joue chez un pote. Ouais. Non, j'ai peut-être craqué. C'est vrai que ça me manque un peu les jeux vidéo, mais bon, c'est vrai que c'est chronophage, donc. Moi, je te propose toujours de se refaire des XCOM, hein. Même le premier, on n'est pas obligé de faire le 2. Juste XCOM. Mais j'ai peut-être craqué pour le 2, je sais pas, mais on n'a pas joué assez. On n'a pas joué assez au premier en battle, donc faut voir. Non. Ouais, vas-y. On n'a pas été complètement multimédia, on n'a pas parlé film, t'as pas un truc à placer, comme ça on aura fait le tour, littérature, jeux vidéo, film jeux. Ouais, en film, je suis en train de... non, vas-y, toi, qu'est-ce que t'as vu en film, alors ? Comme tu parles du sujet, il y a un truc qui t'a marqué ? Non, moi j'ai du retard sur les séries, mais je me suis laissé convaincre par Fargo, donc tu vois, c'est pas... Yo ! C'est pas très récent, donc j'ai fait la saison 1 qui m'a bien fait marrer. Que j'ai en plus qu'on a repris le film, je sais pas si t'as fait gaffe, parce que dans le film, à un moment, le mec il enterre son butin avec l'essuie-glace, là, le gras de glace. Oui. Et dans la série, le mec qui a fait sa fortune avec les chefs de magasin, il le retrouve là. Ouais, bien sûr. Et c'est lui qui a trouvé la valise. C'est pour ça qu'il y a un tableau du gratte. Oui, c'est pas un tableau, c'est le gratte de glace encadré carrément. C'est 4 glaces encadrées, ouais. Là, la saga, la série Fargo est excellente. Mais tu sais que chaque saison, c'est un nouveau crime. Oui, donc là, je suis en train de finir la saison 2. Et j'ai pas encore vu la saison 3. Donc la saison 2, elle est meilleure critique que la saison 1. Mais moi, j'ai préféré la saison 1 que je trouvais plus drôle et que je trouvais plus sympa. Et qui reprend vraiment les codes du film pour le coup. Et donc à voir, et après ce qui est marrant sur Fargo, c'est qu'il y a ce fameux avertissement au début du film qui te dit que c'est tiré d'une histoire vraie. Puis bon, ils font la même chose pour la série, puis quand tu regardes la saison 1, tu te fais quand même, c'est bizarre, il y a des trucs qui sont un peu ouf. Et en fait ça non, c'est dans le film, ils avaient fait ça pour expliquer que bon, pour une fois les méchants ils seraient débiles et que ce serait une histoire qui se baserait sur la réalité. Mais en fait c'est pas du tout basé sur des histoires vraies, c'est scénarisé à donf. Mais bon, ouais, ce petit jeu là avec le spectateur, c'est marrant aussi, quoi.
Puis je sais pas, ouais, et puis ce que moi j'adore dans Fargo, c'est un truc tout con, mais leur générique de début il est tout le temps différent, ils placent toujours le logo, le titre Fargo à un moment différent, et je trouve que ça c'est, je sais pas, j'adore, moi je trouve que c'est très bien fait. Ouais. Surtout la saison 1, la saison 2, j'ai moins fait gaffe. Ouais. Mais moi ces décors avec la neige, ouais, puis en plus c'est marrant, c'est Fargo, en fait tout se passe à Minneapolis, donc ça n'a pas grand chose à voir. Mais, Non, ça c'est le Nord paumé, ça fait très... ouais, c'est ça, c'est l'ambiance Fargo, quoi. Les crimes complètement paumés, il y a personne, le shérif c'est quelqu'un qui est tout gentil, posé dans son bureau. Il y a cette ambiance petite Amérique. Bah moi, j'ai retrouvé des trucs de Twin Peaks avec l'ambiance des policiers, ouais, de côté bouseux un peu là. Ouais, ouais c'est ça. Ouais, et puis t'as un excellent casting dans la première saison. Hein. T'as le fils de comment il s'appelle, de Tom Cruise non. Ouais, de Tom Hanks. Tom Hanks. J'aime bien l'acteur anglais là, merde, comment ça s'appelle. Ah oui, Freeman. Ouais, Morgan Freeman, je crois que ça s'appelle. Non. Martin Freeman. Toi aussi, tous les deux là. Martin Freeman. Ouais, qui est excellent. Ouais. Qui est une ordure sans nom, et qu'au début on s'attache à lui, puis en fait. C'est une petite ordure, ouais. Oh, une grosse ordure, attends. Une grosse ordure, mais bon, il est très facile à attraper si seulement tu savais que c'était lui l'ordure, quoi. Mais c'est ça son jeu. Et puis le rôle de Billy Bob Thornton aussi, qui joue un mec qui paie pas de mine, mais qui fait. Bob Thornton, c'est le diable, c'est Lucifer, quoi. Bon, c'est un homme de main, mais ouais, il est un peu, il est un peu au-dessus de la mêlée, le gars, ouais. Ouais. Non, mais après, je vais voir la fin de la saison 2 qui m'a moins passionné, puis la saison 3, il y a Ewan McGregor, donc ça peut valoir le coup, je sais pas. On verra. Mais bon, ouais, content d'avoir vu ça, parce que bon, des séries, il y en a tellement, c'est bien de pouvoir cibler un truc qui lui corresponde. Et donc là, pour Fargo, la saison 1, c'était vraiment. Ça m'a donné envie de revoir le film, pour le coup. Ah, cool. Bah voilà, écoute, c'est tout, Fred. Nos recommandations, et puis écoute, c'est la fin du podcast. Alors, pour se quitter, on s'était écouté juste avant un morceau de Willie Hutch qui s'appelle Brothers Gonna Work It Out. Et bah, il y a un fameux remix, Fred, tu le connais? Ouais, et je te l'ai même demandé pour clore ce podcast, et j'espère que vous êtes toujours éveillés, parce que vous avez plusieurs minutes de bonheur devant vous. Voilà, ouais, le morceau est un peu plus lent, mais c'est assez sympa comme morceau, vous allez voir, c'est samplé, repris. Donc c'est les Chemical Brothers, voilà, qui reprennent Brothers Gonna Work It Out de Willie Hutch. Ça, les Chemical sont très forts en sampling, hein, ils sont super balèzes. Fred, on se quitte là-dessus, je te dis à bientôt, je crois que le prochain podcast, ça va être... Qu'est-ce qu'on se fait ? Je crois que c'est Sorcellerie 3. Non, c'est pas ça. Presque. Bientôt, on en fait un juste avant cela. Il devra arriver tantôt, parce qu'en ce moment... On se voit souvent, c'est cool. On fait Dragon d'Or. Ouais, Dragon d'Or. Voilà, on va discuter du prochain volume de Dragon d'Or qu'on n'a pas attaqué. Puis après, voilà, on fait Sorcellerie. Et après, bah écoute, Fred, on va faire un petit peu de pop culture. Ça fait longtemps quand même. Yep, un petit pop culture de derrière les fagots qui est un peu dans la thématique de ce soir, mais chut. Voilà, on n'en parle pas plus. Allez, les aventuriers, encore merci de votre écoute, hein, c'est vraiment sympa. Voilà, 52 épisodes et ça continue, hein, c'est parti pour le 100e. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne continuation. Et puis Fred, je te dis à bientôt. Salut tout le monde. Chim Bruder. Don't understand, do you? Hey, man, don't you realize in order for us to make this thing work, man, we've got to get rid of the pimps and the pushers and the prostitutes and then start all over again clean. Hey, look, nobody's pushing me anyway, okay? I mean, not you, not the cops, nobody, man. I mean, you want to get rid of the pushers, I'll help you. But don't send your people after me. Oh, come on, John. Can't you see that we can't get rid of one without getting rid of the other? We got to come down on both of them at the same time in order for this whole thing to work for the people. Hey, look, nobody's closing me out of my business. Brothers gonna work it out.
it's on. Once again it's on. With the chemicals, once again you know it's on. 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 Once again, you know it's on. Come on, Not another drugstore, not another town. Tired of the old job, had to put it down. You know I was the man, but I put the crown down. So I roll around with chemicals to pay the new sound. So I roll around with chemicals to pay the new sound. So we rollin' with the chemicals and run the new sound. Chemical inflections like Kool-Aid with Owsley. Wicked on the track, you know me, the drugstore cowboy. Down boy, sit and listen, check the low ends. Opal Tilly with the twin ring, connect to then. Proceed to rip it like scissors. Coming through your town like a fucking blizzard. Cheech Wizard, hiding under a hat. Or maybe Ramel Z, rocking over breakbeat tracks. In the crate, activate form of a black fist with the pick. You know me, rolling with my click. The 1-inch punch, send us like the back to lunch. Come on, baby brown, you know it's time to get down. So for brutal seasons, hands of time, I'm born to be sound. Hollow vessel, hold the note, and then the mic gets smoke. Another day into the Dharma like a wilderness spoke. Like a particle of thought, your mind converted to choke. I never worry about the dollar, so I'll never be broke. You know I understand, but still I really don't understand. Strictly guided by the breeze, my shit can never be planned. Ain't a man alive alone enough to just stand still. He tried to quarter, but she thought to move an inch, she flinched. Blast off the canvas, and you know it's inevitable. Exploding plastic 1-inch punch, dramatic, credible. 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 Credible, 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 credible. Come on, baby brown, you know it's time to get down. Come on, baby brown, you know it's time to get down. Come on, baby brown, you know it's time to get down. Come on, baby brown, you know it's time to get down. 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 It's time to get down.